Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial. On dirait un truc spécial du Noël. Distillcast. Toujours avec Chris Jumentier, hein, vous avez voté 1 en masse dans les commentaires et du coup, on est obligé de le garder, quoi. Merci Fred. Bonjour à tous. Voilà. Petit message commercial avant, juste remercier notre partenaire Ice Cube Company. On s'est servi la dernière fois comment on appelle ça, un cold brew avec un beau glaçon. Et depuis le dernier épisode, le glaçon n'a toujours pas fondu. C'est incroyable. Mais le verre descend. C'est incroyable. Bref, merci Julien, merci Ice Cube Co. C'est super cool. Voilà. On reste sur des belles choses. Voilà. Et on va parler en fait aujourd'hui du magnifique métier de brand ambassadeur ou de brand promoteur ou de... Appelez-le comme vous le voulez. Chris va nous éclairer un peu sur tout ça parce qu'il est beaucoup plus expérimenté que moi là-dedans. Tu as toi-même été brand ambassadeur, n'est-ce pas? Je suis parti des vieux. Tu sais, quand tu disais Christophe a connu le bar avant que le bar soit fun. Voilà. Voilà. Et puis c'est surtout pour les plus vieux, ceux qui font effectivement le lien avec cette très très jolie photo. Faut être né avant une certaine année pour faire le lien entre notre sujet qui est de parler des brands ambassadeurs et cette fameuse pub pour ce chocolat où on parlait des fameuses réceptions de l'ambassadeur. Les réceptions de l'ambassadeur sont excellentes. On souligne la qualité HD des photos qu'on a trouvées avec Fred. On n'a pas trouvé mieux. Voilà. Mais en tout cas, si nous suivez en vidéo, vous avez nos bouilles et vous avez le chocolat en plus. Voilà, la petite Ferrero Rocher pour pas les citer. Donc on va essayer d'être un peu plus structuré que la dernière fois. On a préparé des questions. Vu que moi je n'y connais rien, je vais les poser à Chris directement. Aucune pression. Voilà, mais peut-être faisons un peu d'historique. Le brand ambassadeur finalement. Est-ce que c'est un métier qui est récent? Est-ce que c'est, je sais pas. Moi je l'ai découvert dans les années 2010. Mais je sais pas dans quelle mesure c'est antérieur à ça ou pas. Est-ce que tu as un éclairage là-dessus? Est-ce que tu veux éclairer nos auditeurs? Alors j'ai pas de date, mais aussi loin que ma carrière puisse remonter à l'âge de Néandertal, comme tu l'as souligné. Dans le siècle précédent. Dit le mec avec sa petite dégaine préhistorique quand même. Faut quand même pas. Voilà. On a le même âge. On a le même âge. Et on a aussi le même designer de fringues. Et les mêmes références chocolat. Exactement. Le métier de brand ambassadeur, c'est quelque chose qui a commencé à devenir un peu effervescent depuis quelques années maintenant. Ça paraît être quelque chose d'assez récent. Moi, j'ai connu des ambassadeurs de marque qui avaient un rôle d'ambassadeur et commercial. C'est-à-dire, si on remonte sur certaines marques de liqueurs, effectivement, de liqueurs. Okay. En France, je parle. Attention, je parle pas à l'étranger, parce qu'à l'époque, je connaissais pas bien les autres marchés. Mais moi, j'ai connu des ambassadeurs de marque en 1998 et 1999. Mais sous cette appellation-là? Sous cette appellation-là, ils étaient ambassadeurs de la marque. Alors, pour pas les citer, c'était l'ambassadeur d'une marque de sirop qui nous faisait des interventions en école et qui drivait un petit peu toute la partie du concours. Ou aussi, et je vais le citer parce que il fait partie aussi de mes mentors de métier, mais un monsieur qui s'appelle Serge Sevaux. Qui était l'ambassadeur international, c'était Monsieur Grand Marnier. D'accord. Voilà, pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, où il y a plein de grands monsieur comme Alexandre Lechat, etc., qui l'ont rejoint sur ces métiers-là. Donc, c'est un métier où ils étaient très peu nombreux et surtout, ils étaient très souvent internationaux. Il y avait peu d'ambassadeurs vraiment locaux. D'accord. C'était des gens qui dépendaient du service commercial. Ok. Voilà. Ça, c'était le plus loin que moi je connaisse. Et il y en a sûrement peut-être d'avant. Peut-être sur certains marchés en local, comme aux États-Unis ou autre, puisque c'est pas un métier franco-français, cette partie un peu de promotion, publicité, prescription auprès des pros. D'ailleurs, le simple fait qu'on dise brand ambassadeur en France, et pas ambassadeur de marque, en dit beaucoup finalement. Ça dépend de qui publie l'offre. Ouais. Des fois, tu reçois la job desk qui a marqué ambassadeur de marque. Ambassadeur de marque, ouais. Brand ambassadors, ça claque plus aussi. Mais oui, sur les cartes de visite, je pense qu'il y a écrit brand ambassadeur et puis ça résonne plus à l'international. Mais non, effectivement, c'est pas récent, mais il y a une explosion depuis, on va dire, 2012 maintenant. Ça fait peut-être une douzaine d'années que ça se
démocratise en tout cas et qu'il y a de plus en plus de ce genre de postes existants. Ok. Bon, on voit qu'il y a une certaine antériorité. Je pensais que ce serait beaucoup plus récent pour le coup. Mais peut-être expliquons, parce que ça consiste en quoi le taf d'ambassadeur Il y a plusieurs choses. C'est des métiers qui sont vraiment multicasquettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des métiers c'est un poste qui sert de levier à la force de vente. C'est-à-dire que le travail dans l'ambassadeur, c'est un peu la partie technique du technico-commercial. Ok. C'est comme si on dissociait dans le métier technico-commercial la partie commerce et la partie technicien. À savoir, un ambassadeur de marque aujourd'hui, il doit non seulement bien sûr connaître sa marque, mais il doit maîtriser l'intégralité de la catégorie dans laquelle il se situe, l'intégralité de sa concurrence, mais aussi savoir comment on utilise la marque, comment elle est fabriquée, être capable de maîtriser tout le process de fabrication, être capable d'emmener les gens sur les sites de production pour promouvoir justement leur système, leur ADN, la valeur de la marque, etc., etc., et travailler en étroite collaboration avec tous les différents services. Ok. Parce qu'étant donné qu'il y a un rapport avec l'utilisation du produit, sa revente, mais aussi la communication, la drink stratégie, etc., il y a un besoin effectivement de ce rôle-là auprès de tous les services des producteurs et distributeurs, autant commercial que marketing, que communication, etc. Donc c'est un poste qui est sollicité par tous les services. D'accord. Et le fond du métier, c'est de je la pensais que c'était prescription. beaucoup plus cloisonné que ça, à vrai dire. Ça dépend des maisons, Donc, mais principalement tu travailles quand même avec tous les services quand tu es brand ambassadeur. ok. Tu peux être rattaché à un seul service, la plupart du temps tu es rattaché à un seul service, tu reportes à un seul service, mais tu travailles quand même avec vraiment tous les services. C'est très rare que tu n'as pas un service recherche et développement qui, quand il développe une nouveauté, n'en réfère pas ou ne questionne pas le brand ambassadeur D'accord, pour savoir pour quels sont avoir les retours. Pour avoir un avis terrain Exactement. ou peut-être les attentes des bartenders. Exactement. Ok. Donc, c'est vraiment un travail qui est hybride. Alors, principalement, il ne faut pas se leurrer, hein. C'est un boulot qui, c'est 80% de terrain, hein. Un vrai brand ambassadeur, entre guillemets, comme on l'entend, c'est 80% de terrain pour 20% d'une partie office, etc. Ce qui, je pense, est une bonne nouvelle pour les aspirants à ce rôle. Tout à fait. Parce que c'est. Même si on demande de plus en plus d'admin, malheureusement, Voilà. mais c'est 80% de terrain pour 20% d'administratif pur. D'accord. Parce que moi, je t'avoue, mon a priori sur le truc, c'est que c'est potentiellement juste une manière sexy de dire commercial. Et qu'en réalité, peut-être, il y a plein d'aspirants, des bartenders où c'est un peu, je sais pas, c'est leur ambition de carrière d'être brand ambassadeur, qui voient peut-être juste le côté relationnel, festif, j'en sais rien, convivial, le côté, voilà, je suis un comment on dit ça, Un oiseau de nuit. voilà, un oiseau de nuit, exactement. J'allie ma passion pour ce secteur-là avec. Enfin voilà. Alors, là où en réalité, peut-être derrière, dans les coulisses, en fait, c'est juste remplir des tableaux Excel et dire ok, j'ai placé mon produit dans tel nombre de bars. J'ai vu, genre, ta to-do list de la soirée, il faut que je fasse tel bar, telle zone. Et à la fin, est-ce que je coche ok, lui, il va me prendre une caisse, lui, il va m'en prendre deux. Lui, c'est mort, lui nous déteste. ou lui, il est maqué avec telle autre marque. Ou tel autre ambassadeur est plus cool que moi. Oui. Tu peux remplir dans ton tableau de suivi de tes fameux KPI, c'est-à-dire effectivement tes différentes tâches à réaliser. Tu peux avoir ça. En fait, ça va dépendre aussi des maisons. C'est-à-dire, ça va dépendre aussi auprès de quel service tu reportes. Si ton poste de brand ambassadeur est rattaché au service commercial, tu as beaucoup plus de cases à ticker, d'organisationnel, de tournées en accompagnement des commerciaux, à ramener le nombre d'endroits où tu as pu référencer le produit ou aider au référencement du produit, le nombre de formations que tu as données, etc. Mais ça, j'ai envie de te dire que si un jeune barman ou un aspirant brand ambassadeur s'attend aujourd'hui, hein, je parle bien d'aujourd'hui, sur un des marchés en Europe, à travailler en tant que brand ambassadeur et se dire ce qui peut dire, oh, c'est trop cool, le mec il est ambassadeur de marque, il passe sa vie chez nous, tous les soirs il vient, il boit des verres, il fait des concours, il est exposé, il fait du média, etc., etc. Ça, c'est la partie visible. Ouais. La contrepartie derrière, c'est
organiser de manière stratégique, effectivement, des tournées pour aller visiter les clients, s'assurer que les gens aient bien la compréhension aussi des produits, former les équipes de bar, les aider à développer les projets aussi, parce qu'on vient aussi en support des bars, etc., pour certains développements. Mettre en place tous les plans d'activation, c'est un autre sujet, mais les concours de bar, les visites sur les sites de production, le travail, par exemple, de co-branding des menus, etc., c'est partie des sujets qu'on a traités aussi. Donc, il y a un gros boulot organisationnel. Donc, oui, ta réflexion est juste en se disant, il y a un tableau et il faut ticker ces cases-là. Mais ce qui est assez logique dans tous les boulots, tu as des objectifs que tu dois pondérer. Donc, il y a un côté très carré qui n'est pas visible, entre guillemets, quand tu es dans un établissement et que tu parles avec un ambassadeur. Ouais. Non, mais c'est qu'il y a un côté, je sais pas, sexy, peut-être. Des fois, tu as le sentiment, chez certains bartenders, c'est la finalité, c'est ça. Tu veux dire en termes de métier ? Ouais, c'est la suite logique de ma carrière. Et des fois, c'est assez marrant, parce que moi, j'ai des souvenirs des fois où tu croisais des jeunes bartenders, où tu as l'impression ils voulaient être ambassadeurs, tu vois, avant même de faire un daiquiri correctement, tu vois, et bizarre, quoi. Alors oui, mais ça, c'est en général... je pense qu'ils peuvent déchanter les gens, finalement, peut-être, tu vois. Alors, beaucoup... Pardon, je me racle la gorge au micro, c'est pas agréable. C'est le matériel de Fred est tellement performant que faut peut-être même entendre si j'ai un léger râle au poumon. En réalité, la plupart des jeunes générations qui se disent « je veux être brand ambassadeur, je veux être ambassadeur de marque », ils voient ce fameux côté en dehors de l'eau, qui est justement qui n'est pas immergé, et se disent c'est accessible pour moi. Attention, le métier d'ambassadeur, c'est pas parce qu'on a 3-4 ans de métier de bar qu'on est fait pour. Ce n'est pas parce qu'on a 15 ans de bar qu'on est fait pour. Mais je vais même rajouter quelque chose. En fonction des marques et du périmètre de mission, c'est pas parce qu'on est issu du bar que c'est pas parce qu'on n'est pas issu du bar qu'on peut y accéder. Il y a des ambassadeurs de marques qui n'ont jamais fait de bar. Qui n'ont jamais été barman et qui ont excellé dans ce boulot-là parce que le relationnel, la compréhension technique du produit, la proximité, la relation, la vision commerciale et marketing de ces personnages-là était vraiment incroyable et par conséquent, ils ont excellé en tant qu'ambassadeur. J'ai été, je vais être très honnête, quand je travaillais pour un groupe, j'ai embauché des gens qui n'étaient pas issus du bar. Certaines personnes qui étaient issues de la restauration, certaines personnes qui n'étaient même pas issues de la restauration, qui étaient dans la com et qui ont été d'excellents ambassadeurs de marque. J'estime qu'ils ont été vraiment d'excellents ambassadeurs de marque. Ils m'ont convaincu très très rapidement. Ok, c'était un peu la question que j'allais poser juste après, mais Pardon, mais est-ce qu'il y a finalement un parcours type? Parce que je pense, moi, dans mon imaginaire, et j'imagine dans celui de beaucoup de gens, c'est effectivement, tu fais du bar, donc tu connais tous les tenants et aboutissants de comment marche un bar, et du coup, tu bascules après plus côté marque, de l'autre côté du comptoir, ambassadeur, et tu es potentiellement un bon ambassadeur parce que les gens que tu vas côtoyer et démarcher au quotidien, c'est des gens dont tu comprends le métier, dont tu comprends les problématiques, dont tu comprends les sollicitations auxquelles ils font face, et tu vas du coup avoir une approche plus empathique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas une meilleure compréhension de qui est enfin voilà, c'est je sais pas si c'est du profiling quoi, mais voilà, du coup, je sais ce que tu veux dire. Parcours type, j'imagine ça, mais tu viens à contrario de me dire que ça dépend forcément. Ça dépend des marques. Je vais te donner 2 exemples. Tu prends une marque de jeans qui décide de développer sa marque de jeans dans les hotspots en France. Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Lille, j'en sais rien, Monaco. Pardon, c'est pas en France, d'accord. La Côte d'Azur. Dans le championnat de France. Rennes. Pardon, je vais essayer de citer toutes les zones géographiques. Bayonne, Biarritz, bref, Clermont-Ferrand, si vous voulez. Enfin, peu importe. Une marque qui va être vraiment très exposée là-dessus et qui va avoir pour cible principalement du bar à cocktail. Un bar qui est spécialisé dans la transformation de leurs produits ou autres. Il est évident que le profil qui va être recherché dans ces cas-là va être un profil qui
comprend ce métier-là, qui a fait ce métier-là, etc. Je te donne un autre exemple. Une marque de rhum qui typiquement est vendue 60 € la bouteille ou 50 € la bouteille en prix d'appel n'est pas une marque destinée à du bar à cocktail pour de la mixologie, mais destinée à de la dégustation. Ok. Donc là, le boulot de brand ambassadeur, un caviste est un très bon profil pour devenir justement ce brand ambassadeur. Il n'a pas de notion de mixologie, on s'en fout. Si c'est pour faire un old fashion, il n'est pas obligé d'être mixologue ou d'avoir une carrière de 10 ans de bar, peu importe. C'est pourquoi je pense qu'il est hyper important quand des barman, et là je rebondis précisément sur ta question, est-ce que c'est la continuité logique du métier de bartender? Logique, non, c'est une possibilité de continuité de ce boulot-là. On est barman, commis, enfin barbac, machin, jusqu'à directeur de bar. La continuité, c'est d'ouvrir son propre établissement, limite. Oui. J'ai envie de te dire, et d'être propriétaire ou après d'être directeur des opérations pour un groupe de bars, etc., etc., etc. Et ça peut être aussi ambassadeur. Et puis après, on peut bifurquer au commercial. Il y a des gens qui étaient ambassadeurs, qui sont devenus key account managers dans des zones géographiques en France pour un portefeuille de marque. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant commerciaux. Ok. Je pense pas que ce soit une suite logique, mais en tout cas, c'est une des suites de continuité, pas de reconversion, parce que c'est pas tout à fait une reconversion, mais il y a quand même beaucoup de choses à apprendre pour devenir bon ambassadeur. Et ça donne une opportunité de sortir un peu du CHR sans en sortir vraiment totalement. Voilà. Okay. Mais ça dépend de la job desk et ça dépend de la catégorie de produit. C'est pour ça qu'il faut savoir lire entre les lignes dans les fiches de poste. Voilà. En tout cas, c'est intéressant de se dire que ça peut être aussi une porte d'entrée pour une autre carrière aussi. Oui. Forcément, quand on passe du comptoir à un truc un peu plus de bureau, avec, ou du moins avec des tâches de gestion, ou je sais pas, ça peut ouvrir le champ des possibles. Alors c'est violent aussi. Hein. Ouais, moi je l'ai vécu il y a longtemps, et quand j'ai fait cette bifurcation, alors déjà on était très très peu nombreux, on n'était pas très, c'était vraiment les prémices des ambassadeurs un peu mixo, etc. Donc il y avait en face de moi, j'avais des super ambassadeurs. Des super ambassadeurs de marque en concurrent, mais qui étaient aussi des amis, Charles, Romain, pour pas les citer, qui travaillaient sur des super belles maisons. Et moi, je travaillais pour une autre maison avec un portefeuille de marque dans mon giron. Ils avaient très très peu de concurrence. Ça les a un peu fait chier d'ailleurs quand je suis arrivé. Petite dédicace à vous, coucou. Géraldine Guillou, si tu nous écoutes aussi. Mais en tout cas, voilà, on n'était pas très très nombreux, mais le passage de derrière le bar à une réunion entourée de marketeurs, qui compte managers, enfin commerciaux, etc., sur de la stratégie à l'échelle européenne, avec bien sûr que en anglais. Ça fera partie des questions tout à l'heure qu'on abordera. Ah oui, et avec à peu près 250 acronymes par phrase, savoir si on est vraiment et qu'on a mis suffisamment d'ANP par rapport justement aux objectifs qu'on s'est fixés sur Q1 versus LY. Pour moi, ça a été ultra violent. Très, très violent. Il m'a fallu un temps d'adaptation quand même. Il n'y avait personne pour m'aider. Enfin, voilà, c'était très compliqué. Mais je remercie beaucoup en tout cas les gens qui m'ont donné l'opportunité. J'en serais sûrement pas là aussi aujourd'hui à discuter avec toi. Mais ça a été une super opportunité pour moi. Mais le changement est très particulier. C'est un autre monde. C'est vraiment... C'est un monde qui travaille avec nous. Et en même temps, c'est vraiment un métier différent. Ouais, et puis il y a peut-être un côté moins glam ou moins... Enfin, je sais pas, l'amour du produit peut-être transpire moins dans le truc. Il y a tu vois, si t'en es à... Oui, effectivement. Ça dépend pour qui c'est quoi tu tes KPI, machin. T'es plus dans une logique de... qu'est-ce qu'on a fait de beau avec ce produit, quoi. Bah, après, t'es patron de bar. Ouais. Ce qui va t'intéresser, bien sûr, c'est ta qualité. Alors, je te parle de patron, t'as 1 ou 2 établissements, j'en sais rien. Mais ce que tu vas regarder à la fin de l'année, c'est ton chiffre. C'est ta marge. Tu vas travailler sur un côté très tactique, business. Quand tu passes de patron de bar à ambassadeur éventuellement, bon, bah là, tu as toutes ces notions-là, etc. Moi, je suis passé de head bartender, grosso modo, à ambassadeur de marque, directeur d'établissement, etc. Mais je veux dire, c'était pas mes affaires. Oui, j'avais des notions de gestion, de business, etc. Mais pas à cette échelle-là. Quand tu pars d'un bar qui fait, je vais dire peut-être des grosses conneries, mais 300 000 € de chiffre d'affaires, et que tu pars travailler pour une société qui brasse plusieurs centaines de millions de bénéfices, change d'échelle.
Les chiffres, tu comprends pourquoi il y a des puissances X au-dessus, mais tout paraît très démesuré. Ok. Bon, on voit que c'est très évolutif en tout cas. Qu'est-ce qu'on s'était noté donc? Bon, on voit clairement que c'est pas pour ceux qui penseraient encore ça. Il s'agit pas de faire la fête tout le temps. Voilà. Non, et il y a plutôt intérêt à ce que ce ne soit pas non plus. Voilà, c'est quelque chose d'assez sérieux. Mais ce qui m'amène peut-être à une autre question qu'on s'était posée en préparant tout ça, c'était, on voit, donc là on parle de brand ambassadeur. Moi je vois passer aussi des annonces du type brand promoteur. Après il y a le côté advocacy aussi. Je sais pas si tu fais le lien entre tout ça. Après bon, purement commercial. Je sais pas, est-ce que c'est une question de culture d'entreprise ou est-ce qu'il y a vraiment une segmentation des rôles ou des... Enfin bref, c'est très ouvert comme question. Mais brand ambassadeur, brand promoteur, advocacy, commercial. Ça fait beaucoup de termes, la finalité. En fait, tu essaies de me lourder autant que j'étais déjà lourdé il y a 12 ans en arrière. Non, mais moi, tu vois, je te dis, pour moi, moi, j'ai vu le truc apparaître, j'en ai pris connaissance dans les années 2010, quoi. Brand promoteur, par exemple, ça, c'est beaucoup plus récent. Alors, je sais pas, c'est peut-être antérieur et c'est juste moi qui étais ignorant. Voilà, trade advocacy, c'est peut-être aussi un terme un peu sexy aussi pour parler de tout ça. Je sais pas. Éclaire-moi. Lexique, niveau 1. Alors, l'advocacy, c'est quelque chose qui est devenu un peu plus démocratisé. Je commençais par ce terme-là parce que ça englobe pas mal de choses. L'advocacy, de manière très littérale, ça signifie la plaidoirie. C'est plaidoyer. Plaidoyer, c'est quoi? C'est le boulot que tous les ambassadeurs de marque font au quotidien quand on présente quelque chose. C'est-à-dire, effectivement, défendre la marque. C'est le fait de défendre une marque parmi tant d'autres. Défendre une marque, ça peut se faire de manière différente. Ça se fait par de la campagne de promotion, ça se fait par des prises de parole, ça se fait par des expériences sur des salons, ça se fait par des visites sur des sites de production, ça se fait par les organisations de concours, par exemple, de bars, etc. Donc, ça se fait par plein de choses différentes. L'advocacy, grosso modo, c'est un département dans un département qui, grosso modo, se charge. Alors, ça dépend, il y a des sociétés qui ont des départements advocacy, d'autres qui ne les ont pas, mais qui ont des ambassadeurs, etc. Mais le travail de l'ambassadeur, c'est de l'advocacy. Le fait d'avoir un brand ambassadeur ou, on va faire la différence après, un brand promoteur ou, je ne sais pas, un animateur en grande distribution au rayon spiritueux qui fait goûter un échantillon de caipirinha fait avec la cachaça de chez Tutut, pas de marque, c'est aussi de l'advocacy à une autre échelle, mais pour pouvoir vendre effectivement et mettre en avant et promouvoir la marque et faire sa plaidoirie. Sujet de la marque et la défendre. Donc l'advocacy, c'est un petit peu tout ça. C'est tout ce qui englobe finalement l'expertise du produit et le fait d'en parler et de publier cette connaissance. Ok. Après, dans le boulot de brand ambassadeur, brand promoteur, je ne saurais pas te dire si c'est quelque chose qui est très vieux ou pas. Le côté promoteur de marque, il y en a eu beaucoup, mais pas forcément dans la partie bar. C'est plus GD à la finalité. Puis après, c'est devenu un peu plus sur une partie mainstream, quand il y a par exemple ce qu'on appelle des équipes qui viennent faire la promotion des marques à très grande échelle, sans citer de marque, mais les brand promoteurs qu'il y a eu sur... je prends des vrais exemples, on peut citer des marques. Ah bah bien sûr, oui. Je vais prendre l'exemple d'Aperol. Oui, il y a eu les campagnes médias, mais alors l'armada de personnes qui sont venues activiter les marques, qui étaient des brand promoteurs et qui allaient pulluler justement tous ces établissements avec des kits auto-animés, de la publicité, du testing aussi, beaucoup de sipping pour faire goûter et découvrir justement l'Aperol via l'Aperol Spritz. Eux, c'était des promoteurs de marque. C'était des gens qui étaient vraiment venus pour venir activer la marque, venir faire découvrir la marque à une très, 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 très grande échelle. Et bien sûr, très souvent en direct auprès du consommateur. Il y a un boulot de prescription pour moi qui est un peu plus proche du consommateur. Donc si je te suis bien... Pas plus mainstream, mais en tout cas plus de masse. C'est peut-être là qu'on y arrive, c'est que l'ambassadeur, c'est celui qui est le plus en one-to-one, en gros, avec les décideurs. Là, le promoteur, il y a un côté plus global, toucher les consos aussi de manière globale. Activation dans les catchs des cavistes, etc. aussi. Ça ne veut pas dire que l'ambassadeur n'en fait pas. Ça veut juste dire qu'en termes de volume, c'est différent. Ok. C'est ok. Si on devait faire un temps entre...
Encore une fois, je mets des pincettes parce que attends, dire non, nous, le brand promoteur, c'est pas ça chez nous. Mais ça dépend des maisons. Mais si on devait vraiment synthétiser ces deux grosses différences, ce serait ça. Mais peut-être on peut regarder, parce qu'on a trouvé quelques annonces via PWP qui est spécialisé là-dedans, ou l'agence Forever de Romain. Peut-être, je sais pas, on peut peut-être regarder quelques petites annonces. Ouais, on en reparlera aussi après de ces agences spécialisées qui aussi naviguent depuis très 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 longtemps. Pour certaines, hein, il y a des grosses tournées d'activation avec des brand promoteurs aussi déjà. À cette époque-là, PWP, je pense de loin la plus ancienne des agences en France qui met en avant l'agence de Franck Pénard là-dessus, et tout le boulot qui est fait par Johan. Donc là, on a typiquement, il y avait deux annonces, on a trouvé sur brand promoteur sur Saint-Germain par exemple, et sur Malfi. Enfin non, je ressouligne sur des annonces qui sont fermées. Oui. Oui. On a trouvé des exemples. Envoyez pas vos CV. N'envoyez pas tout de suite les CV. Non, mais c'est dans les archives de LinkedIn et tout, on déterre des trucs. Voilà, donc là, on a sur Hendrix, typiquement, et sur Saint-Germain, des rôles de brand promoteur. On a trouvé chez Forever un poste de brand ambassadeur. Alors là, il est un peu moins détaillé, mais sur la catégorie single malt whisky, donc peut-être pour une marque spécifique qui n'était pas citée. Et on avait en brand ambassadeur, on avait deux annonces encore de PWP pour Malfi et Beefeater, donc qui sont chez Pernod Ricard, et pour Glenfiddich. Voilà, donc je sais pas si on va se taper tout le détail, mais en tout cas on peut voit jumper sur 2-3 lignes. Ouais. On peut voir donc les objectifs, donc tac. Donc il y a le côté incarné dans le brand ambassadeur là, de ce que je vois directement. Porte-parole presse. Quand tu verras rarement sur promoteur. Ouais. Prise de parole presse, un promoteur en général, c'est pas sa mission. Oui, donc il y a ce côté où l'ambassadeur est le visage de la marque. Là où le brand promoteur, j'imagine, il y a un côté plus sous-marin, c'est pas le bon terme, mais quoique, la notoriété. Alors, en fait, c'est un mot, ambassadeur. C'est pour ça que l'exemple de Ferrero, c'est un peu ça, c'est un ambassadeur. Attention, ne pas confondre ambassadeur et égérie de la marque. C'est-à-dire l'actrice américaine très connue, le chanteur très connu, pour pas les citer, qui sont aujourd'hui des mécènes. Tu peux citer tout ce que tu veux. Y a pas de... Le problème, c'est qu'il ne faut pas que le podcast... Parce que clairement, on ne peut pas faire des podcasts de 3 heures. Mais des Brad Pitt, des Salma Hayek, des Angelina Jolie, peu importe en fait, mais tous ces acteurs américains et d'autres, même des Français, dans la mode, le parfum, la bagagerie, les mécènes, parce que certains sont aussi égéries ou ambassadeurs pour des ONG ou des choses comme ça, c'est pas le même boulot. Eux n'ont pas en fait un rôle en dehors d'un apport potentiel financier en tant que donateur et en tant que la promotion pendant les événements clés. Oui, voilà. C'est de l'image, c'est de la notoriété. C'est de la notoriété. C'est juste c'est faire rayonner la marque à travers le rayonnement de la personne en question qui est influente d'une manière ou d'une autre ou qui est connue. Ouais, je te montre là-haut parce que tu es là-haut, mais voilà, la définition parfaite de cette partie de notoriété, de faire briller la marque. Mais d'ailleurs, en parlant des États-Unis, c'est marrant parce que je relève régulièrement des people qui investissent dans des marques ou quoi. Et c'est assez marrant de voir aussi comment on joue sur les intitulés. Avec genre, ah tiens, un tel est devenu le directeur ou la directrice artistique de la marque de vodka machin. Bidule est devenu le directeur créatif, l'acteur X est devenu directeur créatif du whisky un tel. Et derrière, c'est parce que, je sais pas, ils vont faire un spot de pub ensemble et puis voilà. Mais voilà, ça. Ouais. Les intitulés peuvent aussi être un peu très marketing. Mais voilà. Donc en tout cas, quelques exemples. Bon. Visiblement, j'ai donné la bonne définition, c'est ça. Exactement, sur cette partie-là. Mais oui, brand promoteur, tu vois tout le détail, donc tu connais, incarner la marque, etc. Mais si tu regardes l'émission, organiser, mettre en place, c'est pour ça que cette première ligne, pour moi, elle est hyper importante. Organiser, mettre en place et animer les soirées dégustation dans les établissements stratégiques sélectionnés. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, tu viens avec ton stand, tu te poses, et là, tu animes de la dégustation auprès du consommateur final.
Ouais. Voilà. Ça, c'est une grosse partie de ce boulot, parce que c'est promoteur, animateur. Ouais. C'est très rare que dans une job desk ou que dans une mission, on parle d'animateur quand on parle d'un ambassadeur. Mais ça me fait penser que finalement, tous ces rôles, il y a un côté multicasquette des fois, parce que t'as un ambassadeur qui va être peut-être au quotidien dans les bars, faire du relationnel et tout. Mais à un moment, il va être sur un whisky live ou quoi, et c'est lui qui va être derrière le stand. Où là, il va pas parler forcément à des professionnels, il va aussi parler à des consos, faire déguster. Et finalement, sa casquette vire au promoteur. Oui, mais c'est pour ça que rien n'est ancré, si tu veux. Ça dépend aussi des maisons. Certains vont appeler ambassadeur ou promoteur de marque, etc. Le côté brand ambassadeur, un côté très international. Et puis des fois, il y a des sociétés qui sont très structurées. Il y a un global brand ambassadeur. Puis après, il va y avoir des ambassadeurs par région ou par continent. Et puis après, un ambassadeur qui va être local, typiquement. Des fois, ça va être un ambassadeur par ville. Il y a des gens qui sont axés sur des zones, mais des fois, c'est par ville. Mon ambassadeur à Marseille, mon ambassadeur à Lyon, mon ambassadeur de Londres. Et ben, c'est pas lui qui gère Manchester, par exemple. Donc, il y a aussi ce côté très hiérarchisé que tu n'auras pas forcément non plus, en fait, sur des postes de promoteur. Mais il y a ce côté très animateur, direct consumer, vraiment direct auprès du consommateur sur les postes de brand promoteur. Ce qui est intéressant, limite, on pourrait juste peut-être même se dire que le poste de brand promoteur serait éventuellement les prémices du poste de brand ambassadeur. D'accord. tous les chemins mènent devant le bar. Mais tiens, alors je pense à un truc. Est-ce qu'il y a pas est-ce que tu n'observes pas un mouvement aussi parce que là on parlait de missions peut-être très localisées. Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement vers des marques ou des groupes qui vont avoir un ambassadeur mais global, direct? Tu vois, mais qui du coup va vraiment être le visage à l'international. C'est lui qui va faire tous les voyages, et qui va porter la parole de la marque. Et finalement, au local, on délègue juste la partie purement opérationnelle, commerciale et tout. Alors oui. Et que c'est peut-être plus simple aussi pour les interlocuteurs, pour au moins ils ont identifié, ok, c'est lui ou c'est elle avec qui je sais pas, si j'ai besoin de visiter la distillerie, c'est elle que je contacte ou je sais pas. Oui, ça dépend aussi de la maturité des marques et puis des budgets, parce qu'embaucher quelqu'un, ça coûte cher. Mais c'est peut-être la solution. T'embauches qu'une personne. T'embauches peut-être qu'une personne et après. Alors, t'as les budgets locaux des distributeurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui est particulier. Mais oui, en effet, avoir un ambassadeur global, c'est très souvent le cas quand des fois la marque débute. Ouais. Parce que tu vas avoir un ARA manager ou quelqu'un qui va développer la partie commerciale sur, par exemple, les États-Unis, enfin, Amérique, North America, Amérique latine. Après, tu vas avoir quelqu'un en Europe, tu vas avoir quelqu'un sur la partie asiatique, etc. Et puis après, tu as un ambassadeur qui, lui, va venir et du coup, il va se déplacer. Pourquoi ? Il va se déplacer pour tous les événements majeurs. Gros salon professionnel, parce qu'en général, il va faire des conférences. Ouais. Il va se déplacer parce que potentiellement, concours. Il va se déplacer quand il va y avoir des grosses négociations à faire avec des gros groupes, par exemple, ou beaucoup aussi pour les distributeurs, puisque la négociation, en général, les ambassadeurs globaux peuvent rentrer aussi là-dedans, dans les négociations avec les distributeurs locaux. Une marque en France ne peut pas se distribuer d'elle-même aux États-Unis, il faut passer par des distributeurs, puis après, c'est par État. Enfin, voilà. Même, tu sais que c'est aussi des systèmes en fonction des marchés qui sont plus compliqués. Donc, on peut avoir un ambassadeur global, et puis après, les missions plus localisées, plus définies d'animation, de promotion ou autre, passer par d'autres profils qui peuvent être internes ou externes aussi. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, entre guillemets, et plusieurs possibilités. Ça arrive. Mais en général, je pense que c'est souvent quand c'est une marque en construction ou à en devenir que tu as un ambassadeur, et puis après, tu as des gens ça commence à grandir. Ouais. Donc il faut quand même... L'ambassadeur peut pas non plus te taper tout le globe. Non, mais... En déplacement, etc. Mais stratégiquement, je trouve ça plutôt pas mal aussi. Enfin, tu vois, ça peut être très, très rationnel, et puis au moins, il n'y a pas de distorsion du message, tu vois, entre... On peut prendre l'exemple, un très bon exemple. Alors, je vais prendre un exemple franco-français, mais je trouve ça c'est un bon exemple. Si on parle de Saint-Germain, par exemple, l'image de Saint-Germain depuis la création, avant même le rachat du groupe Bacardi, c'est Camille Vidal. Voilà, okay. Camille Vidal, qui aujourd'hui, vous pouvez les suivre, qui
a pris effectivement une direction parallèle que je trouve très intéressante, vraiment sur le sans-alcool, un de tes sujets préférés, mais qui le fait très bien, voilà, Camille Mindfully, qu'on peut suivre sur Instagram. Camille a été l'image à l'international de Saint-Germain. Elle a construit l'image de Saint-Germain, c'était Madame Saint-Germain. Oui. Connue de toutes les personnes qui ont touché une bouteille de Saint-Germain. Et elle s'est déplacée comme ça pendant des années, un boulot de fourmi sur tous les marchés, tout le temps. Donc c'est énormément de travail. C'est quelque chose qui est colossal. Et puis au fur et à mesure du temps et le développement de la marque, il y a eu un ambassadeur en local sur l'Angleterre, un ambassadeur en Espagne, une ambassadrice en France, un ambassadeur aux États-Unis, et puis après un ambassadeur par État, et puis après un conglomérat d'ambassadeurs où il y en avait pléthore, des dizaines, et où elle devait gérer tous ces ambassadeurs-là, etc. Donc ça peut prendre... Une armée d'ambassadeurs. Mais une armée d'ambassadeurs, je ne vais pas les citer, mais quand il y a des groupes qui ont 5 ambassadeurs sur l'Europe et qui en moins de 3 ans passent à 80 ambassadeurs, ouais. C'est impressionnant. Mais la tendance s'inverse un peu en ce moment. On réduit. On réduit un peu, ouais. Bah, ça, c'est la crise. C'est la crise. Mais tiens, marrant là sur l'agence, enfin l'annonce sur Malfi et Beefeater, tu vois qu'il y a c'est indiqué 60% advocacy sur Malfi et 40% opérationnel sur Beefeater. C'est très, très segmenté. Joker. Je vois pas en fait en quoi du coup, opérationnel, ça veut dire que si je remonte, ouais, pas Beefeater opérationnel. Du coup, ça veut dire quoi? De la dégustation, mais la dégustation pour moi, c'est aussi de l'advocacy. Est-ce que l'advocacy, c'est une partie très pro-bar, mais finalement opérationnelle, très conso? Je sais pas ce que ça signifie. Là, comme ça, d'accord. Si j'essaie de le comprendre spontanément, je me dirais qu'en fait, tu as une marque comme Beefeater qui est établie, donc tu n'as plus qu'à faire tourner le truc. Là où Malfi se lance plutôt jeune en France. Et où là, il faut la faire connaître, la marque, quoi. Ouais, il y a un côté très activation de rotation, finalement, avec la partie, ce qu'ils appellent opérationnelle. C'est vraiment une activation qui est très levier commercial. Maintenant, je comprends, effectivement, en regardant le détail, ce qu'ils appellent opérationnel, donc très rotation, finalement, des ventes. Un côté vraiment rate of sale, et puis 60% sur une partie plus... je sais pas s'il est détaillé, d'ailleurs, la partie sur Malfi. Ouais, bah, d'accord. 60% où développer les flagships, un côté très image, aussi animer les sessions de formation auprès des ambassadeurs, etc. Donc vraiment une partie de plaidoirie pure et de visibilité. Donc, mais c'est intéressant aussi de se dire que une même personne peut incarner deux marques. De la même catégorie. De la même catégorie. Oui, oui, ils sont pas concurrents, visiblement. Dans leur truc, ils doivent avoir un positionnement différent, mais je sais pas. Du coup, il y a peut-être on découvre peut-être un côté schizophrène de l'ambassadeur, potentiellement dans le rôle. Ouais, alors après, ça s'est beaucoup fait. Je veux dire, une des personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'est Sophie Rouillard, qui a été pendant longtemps... Alors, ce n'est pas une photo contractuelle de Sophie, mais Sophie Rouillard, qui est ambassadeur du coup whisky pour un portefeuille et qui gérait plusieurs marques. Elle le faisait avec brio parce qu'en fait, chaque marque était très complémentaire et différente. Alors, outre son amour pour le produit et toute son expertise sur le produit, elle était... ça pourrait paraître un peu de la schizophrénie, mais en fait, non. Tu présentes un portefeuille et puis toutes les marques ne travaillent pas avec tous tes produits. Toutes les maisons, pardon, tous les bars ne travaillent pas avec tous tes produits. Donc, sur D-Wars, c'est ça? Tout le portefeuille, en fait, du groupe. D-Wars, Craig Lachey, Aberfaldi et Craig Elaki. Oui, ça. Excusez-moi. Craig Elaki. Pour ma prononciation. Craig Elaki. On dit Glenfiddich ou Glenfiddich? Ouais. Tapez 1, c'est Glenfiddich, et tapez 2, c'est Glenfiddich. Voilà, merci. Exactement. Mais tiens, je pense à un autre truc, c'est donc, on parlait de ça. Est-ce que tu conseillerais à des petites marques d'avoir un ambassadeur? Ou... Enfin, c'est peut-être, on revient à ce qu'on se disait au début, mais... Non, c'est plus mon niveau de réponse. Alors, non, mais je réponds de manière très sincère. Est-ce que c'est un... Je suis pas pour le suremploi dans un groupe des ambassadeurs. Parce qu'à un moment donné, c'est compliqué à gérer et ça peut devenir compliqué en termes de priorité de marque. Par contre, je pense que c'est un boulot qui est indispensable. Est-ce que ce métier-là, on le voit, hein, je veux dire, ce serait pas objectif que de donner mon avis là-dessus, surtout avec la position et la carrière que j'ai eue. Il y a eu énormément d'ambassadeurs.
On a eu un pic il y a plusieurs années où il y avait beaucoup d'ambassadeurs. On nous faisait embaucher beaucoup d'ambassadeurs, on cherchait beaucoup d'ambassadeurs. Toutes les sociétés avaient des ambassadeurs dans tous les sens. Et puis là, on arrive sur de la crise, de la rationalisation. Un ambassadeur ne veut pas vendre de produits purs, il ne veut pas avoir de chiffres, de choses comme ça sur le rapport commercial. C'est aussi la force d'un ambassadeur, parce qu'on n'a pas la même relation avec les bartenders, les retailers, etc. Mais... donc là, il y a une dimension RP, en fait, de l'ambassadeur. Là. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si on l'a bien fait la distinction, parce que j'étais un peu percutant au début en comparant ça avec juste un commercial déguisé. Quoi. mais là, tu es en train de me dire vraiment, non, l'ambassadeur, il vend pas. C'est un boulot complémentaire. Pas des bons de commande, quoi. C'est un levier. Ouais. En fait, c'est très simple. Un ambassadeur de marque, si je devais synthétiser de manière un peu, pardon l'expression, mais bâtarde et un peu succincte, c'est ce qu'on fait quand on fait une campagne de 4x3 dans la rue, sur une campagne de promotion, sauf que lui, il le fait bar par bar, ville par ville, région après région, pays par pays, etc., sur un boulot de fourmi, pour avoir un impact auprès en fait, du retailer. Donc, du retailer, du vendeur, peu importe, on trade, etc. Maintenant, pardon, parce que du coup, on digresse sur ta question initiale. Repose ta question initiale quand on repasse le débat. Est-ce qu'une petite marque, est-ce que tu recommanderais ou est-ce que c'est superflu, justement ou est-ce que justement, c'est le meilleur moyen? Tu as lancé ta marque de jean, là, ça fait 6 mois. Est-ce que c'est enfin, c'est certainement pas la priorité, mais est-ce que c'est un moyen d'émerger, quoi? Je pense que ce métier, il évolue. Je pense que ce métier, il doit évoluer. C'est-à-dire que le côté... c'est un métier qui a été créé, c'était pas du commercial, c'était pas du marketing, c'était pas de la com, c'était pas de l'R&D, c'était un petit peu de tout mélangé avec une expertise, etc. C'est un métier très hybride. Il doit évoluer, ce boulot-là. C'est-à-dire que petite ou grosse marque, ça ne peut plus être uniquement de la promotion sur la marque. Il faut qu'il y ait des notions commerciales, il faut qu'il y ait des notions de com, il faut encore plus pousser. Est-ce qu'une petite marque doit se lancer avec ça? J'ai envie de dire, ça dépend des aspirations volume. Si par exemple tu lances ta marque et que tu te dis en année 1, je veux faire 6000 cols. Ouais. Tu n'as pas besoin d'un ambassadeur pour faire 6000 cols. Si tu te dis que tu veux naviguer sur la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal et que tu veux faire 66 000 bouteilles en l'espace d'un an, soit tu as une équipe commerciale bien échelonnée, et puis tu t'adresses pas forcément non plus à l'élite, enfin l'élite entre guillemets, je veux pas dire l'élite parce que c'est compliqué, c'est un sujet, c'est aussi la partie top bar, etc. On en reparlera, je pense qu'il y a un vrai sujet à faire là-dessus aussi pour désacraliser aussi toute cette partie-là et puis redonner aussi les notes de noblesse aux établissements, brasseries, pubs, etc. et clubs, enfin vraiment qu'on trouve en bas de la maison, qui sont vraiment des lieux de vie et social hyper importants et qui moi me touchent beaucoup. Mais j'irai jamais dire que c'est pas utile de prendre un ambassadeur. Par contre, ça dépend de ce qu'on lui fait faire. Une petite maison qui décide de très très vite s'étendre et d'aller toucher un public qui a besoin d'expertise, ça peut être très utile. Parce qu'il peut être ce qu'on appelle door opener. Il peut ouvrir les portes pour la partie commerciale et pour le distributeur en local, typiquement. Parce que c'est pas forcément la maison qui distribue. Des fois, ça peut être un grossiste ou un accord avec un distributeur. Donc, oui, ça peut être utile, mais ça dépend de l'objectif. Vraiment, ça dépend de la quantité de volume que les gens veulent atteindre. Si c'est pour faire 6000 bouteilles sur une année 1, entre toi et moi, je veux dire, tu fais de la prod, t'es master distiller, t'es machin, tu vois très bien qu'à ce moment-là... La clé, c'est la distribution. Le nerf de la guerre, c'est dans ton road to market, ça va être effectivement de te dire combien tu veux faire. Est-ce qu'un ambassadeur va être un accélérateur et un levier pour ma force de vente? C'est un outil de vente, avant tout. Voilà. Voilà. Mais expert. Expert et passionné. Comme ça, je fais un petit parallèle. Il a la passion, l'ambassadeur, que quelqu'un en marketing n'a pas forcément. Ça, je veux mettre tout le monde là-dessus. Je suis très... voilà. La passion, c'est un mot que j'ai beaucoup entendu en faisant du recrutement. Et puis, quand tu poses 2-3 questions, tu te rends très vite compte que les gens ne le sont pas. En général, quelqu'un qui va parler de passion, quelqu'un qui postule à un poste de brand ambassadeur... Il est abonné à DC News déjà. Déjà, il est abonné à DC News. Bar News. Il a cliqué sur la petite cloche de YouTube pour Distillcast. Il suit au besoin quand il est dans sa voiture parce qu'il ne peut pas regarder son écran, Spotify. J'ai bien fait ou pas? Mais c'est important. Magnifique. Ok, j'ai l'impression qu'on ouvre plus de portes qu'on en ferme, mais je sais pas. Mais c'est...
C'est quand même très. Enfin. Waouh! C'est vaste. C'est ça que tu veux dire? En fait, ouais, mais c'est que c'est commercial, mais c'est pas commercial. Tu vois qu'il y a des ponts, tu vois qu'il y a, je sais pas, il y a un côté. la finalité, elle est commerciale. Si je devais synthétiser l'épisode, là, je crois que j'aurais un peu de mal quand même. On peut essayer de se faire une micro-synthèse en reprenant tes questions. Là, tu disais, c'est commercial, mais c'est pas commercial. Ouais. C'est commercial, mais c'est aussi marketing. Ouais. C'est aussi de l'expertise R&D, distribution, etc. etc. Mais la finalité d'une société qui embauche un brand ambassadeur, c'est quand même d'accélérer ses rotations, d'augmenter son nombre de points de distribution, donc d'augmenter son chiffre d'affaires. Sinon, il n'embauche pas un ambassadeur si ça lui coûte juste de l'argent. Bah tiens, de manière très pragmatique, c'est quoi sur quoi il est jugé l'ambassadeur au final? Alors, je n'irais pas dire jugé, mais objectivé. Ouais. L'archétype. Je vais parler dans les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé et pour lesquelles j'ai travaillé aussi et pour le recrutement. En général, en fait, une fiche de poste, ça va cocher pas mal de choses. À la fois une zone géographique qui doit être couverte, un nombre d'établissements déjà existants dans la liste commerciale de la société, un nombre de prospects aussi, parce qu'il y a aussi une partie de découvrir et d'ouvrir des portes à certains endroits, un nombre d'animations, de masterclass aussi qui va être dispensé. Okay. Un nombre de salons qui va être couvert. Très souvent aussi maintenant, un objectif sur les réseaux sociaux, avec un nombre de posts, de stories ou de réels pour promouvoir la marque ou promouvoir ne serait-ce que ses propres activités et faire briller et continuer à faire de la résonance et un halo autour de la marque. Bah tiens, on va peut-être ouvrir une nouvelle porte là, mais... Merde. Bon, arrête de me poser des questions. Non, mais juste, en tout cas, voilà. Pour donner les grandes lignes, c'est ça. Et derrière, on peut pas décemment demander à un ambassadeur de marque qui, n'a pas de carnet de commande, n'envoie pas de facture et ne parle que très rarement de tarifs et surtout ne négocie pas. Ça, c'est une partie commerciale. On peut pas lui demander d'être objectivé sur du volume. C'est pas possible. Mais ça va jouer. Son activité, tout ce qu'il va faire auprès justement du public va forcément influencer derrière sur le volume. C'est juste que c'est très difficile à quantifier. Ouais, c'est je sais pas. Alors si je peux me permettre, c'est le Saint Graal. Ouais. De toutes les marques, je pense que tous les industriels se reconnaîtront, c'est comment on pondère l'action de l'ambassadeur dans le développement commercial qu'il y a eu. C'est très compliqué. Okay, beaucoup essayent de le faire. C'est une sentinelle, en fait. Ouais, c'est une sorte de druide. C'est quelqu'un de passionné, bienveillant, qui a l'œil partout, très caméléon, très réactif, très disponible. Attention, très disponible. C'est pas un 9h-17h pour la plupart du temps. On n'a pas répondu à ces questions-là, mais oui, l'anglais, même si des fois, c'est pas indispensable. Beaucoup de produits qui sont internationaux, exportés, etc. Et puis même dans le but de la carrière et du développement de la carrière d'un ambassadeur, je lui conseille fortement d'avoir un anglais plus que correct, voire bilingue. Oui, on peut travailler le soir. Parce que les établissements, quand ils ouvrent à 17h, 18h, des fois, on peut aller les voir qu'à partir de ce moment-là. Parce qu'en mise en place, ils ont autre chose à foutre. C'est peut-être aussi pour ça que le profil de bartender a quelques skills. Mais quand tu as la réunion à ce niveau-là, régionale ou commerciale le matin à 9h, ça correspond pas. Attention quand vous faites les réunions avec vos ambassadeurs le matin et que vous les convoquez à 9h. Ça, c'est pas sympa. Faites les réunions à partir de 14h du mat, etc. C'est plus cool pour eux. Mais oui, tu peux travailler le soir. Typiquement, les salons professionnels, ils commencent le week-end, par exemple. Ça, c'est clé. Et beaucoup de salons. Après, tu fais pas de visite de bar. À un moment donné, tu as le droit à des jours de repos, etc. Ce qui est logique. Et alors, bon, on va peut-être arriver au bout, mais est-ce que, peut-être dernier truc... j'en trouverai la porte tout à l'heure, mais c'est la notion de personal branding. Est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est un truc que tu recommandes aux gens qui ont cette aspiration tu vois, tu parlais de réseaux sociaux, d'objectifs sur les réseaux sociaux, ça veut dire développer une marque personnelle aussi peut-être, ou au contraire non, ne pas, parce que faut pas mélanger les genres, je sais pas. Mais parce que tu communiquer sur les réseaux sociaux en partant de from scratch, c'est compliqué aussi. Oui. Donc, tu commences, puis après émerger, c'est
c'est un peu plus compliqué. Donc attends, si je comprends bien ta question, c'est de savoir si c'est important de travailler sur sa propre image, on est d'accord, hein, sur ton persona pour... Alors, si il y a objectif sur les réseaux sociaux, il faut savoir que c'est quelque chose déjà d'une qui est très légiféré. C'est-à-dire que si tu demandes à un ambassadeur de marque de travailler et de publier des choses, il faut que le profil, ce soit un profil professionnel déjà, qui a été créé par la société. J'ai pas le droit de demander à Fred Roginska d'aller publier au nom de la marque et surtout de te demander de le faire et de le mettre dans des objectifs. Il faut que ce soit dans ces cas-là un compte professionnel marqué Fred Roginska, professionnel, ambassadeur machin, certifié. Et à partir de là, je peux te demander et t'imposer dans tes objectifs de travailler sur les réseaux sociaux, etc. Dans ces cas-là, oui, bien entendu. Donc là à changer de personnalité, c'est quelque chose, attention. Et là, je mets vraiment, pas des guillemets, je mets une sorte de notion d'alarme. Quand une marque embauche un ambassadeur de marque, quand une maison embauche un ambassadeur pour une marque, il doit passer du temps, à mon sens, à parler avec la personne, à aller regarder ses réseaux sociaux, à se renseigner sur cette personne-là pour savoir si la personne correspond à la marque et à l'image de marque, à son univers. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de choses, suffisamment d'éléments pour pouvoir se renseigner, plutôt que de se dire « Ah bah non, finalement, ça ne fit pas. On coupe, salut, merci, au revoir. » Surtout, beaucoup d'ambassadeurs sont aussi externalisés. Donc, c'est plus facile, entre guillemets. Ça, c'est un travail qu'on doit faire en amont. Après, moi, je déconseille fortement. Alors, il y en a qui se prêtent au jeu, puis il y a des marques qui sont très brandées, qui le font très bien. Il y a des ambassadeurs de marque, sans les citer, mais un team, Monkey, Damien, sur Balboni. Enfin, il y a des gens qui transpirent leur marque depuis tellement longtemps. Mais en plus, ils ont ça, c'est dans leur ADN. Donc là, il n'y a pas de j'incarne quelque chose, ou je le fais naturellement, ils sont comme ça. Donc c'est quelque chose, il n'y a pas eu à se forcer, ils n'ont pas créé de personnage. Oui, le persona branding est important si on a des objectifs sur les réseaux. Ouais. Ok. Mais c'est bon, le point, je pense qu'il faut retenir, c'est que c'est assez peu interchangeable et qu'un profil peut correspondre à une marque, mais pas à une autre. Et ça rentre dans l'équation, effectivement. Donc si tu développes ton personal branding dans un sens rock'n'roll ou je sais pas, et que derrière tu postules pour je sais pas, un truc de papy, oui, bah ça matche pas, quoi. Moi, on va pas m'embaucher pour une marque de luxe, prestige, sauf si c'est un truc très borderline. Mais maintenant, je pense que ça fait suffisamment longtemps, puis je vais pas m'inventer un persona. Ouais. Ça sera pas mon truc. Très bien, je pense qu'on a fait un sacré tour du sujet. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des compléments, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec plaisir. On répond aux commentaires. Et voilà, je vous dis à très vite dans les dîners de l'ambassadeur. N'oubliez pas les chocolats, surtout. C'est important. Exactement. Et bon, allez, à très vite. Salut. Ciao.